Bonsoir à tous. Je m'appelle Ido Yao, je suis le directeur du Bureau international d'éducation, le BIE qui, comme vous le savez, est ici à Genève et il a été créé en 1925 et il a été dirigé pendant plus de 40 ans par Jean Piaget. C'est une référence que j'aime bien citer parce que, elle fait autorité dans le monde entier. Et le mandat du BIE a été renouvelé par les instances de l'UNESCO il y a 5 ans avec un focus sur l'accompagnement des États membres de l'UNESCO à améliorer la qualité de l'éducation dans les pays, les 193 États membres de l'UNESCO. Donc, nous, notre travail consiste à accompagner les pays pour relever le défi qualité qui, beaucoup plus dans les pays en développement que dans les pays du Nord, est d'une importance capitale aujourd'hui parce que au cours des 20 dernières années, dans la quasi-totalité des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, euh, c'est un fait que de dire que la qualité de l'école n'a cesse de se dégrader et sans que euh, les ministères ne puissent trouver des voies et moyens pour non seulement endiguer cette baisse, mais aussi, surtout, remettre l'école et la qualité sur des rails de manière ascendante. Donc, nous accompagnons les pays à relever ces défis par les transformations des curricula. Et il vous souviendra tous et toutes qu'en septembre dernier, le secrétaire général des Nations Unies a invité les chefs d'État des Nations Unies à New York pour un sommet qu'on appelle le TESS, Transforming Education Summit, qui est donc le sommet sur la transformation de l'éducation. Et les États se sont engagés à, à mettre des accélérateurs pour réaliser les objectifs du développement durable. Vous savez, euh, en 2015, le monde entier s'est engagé à réaliser l'éducation de qualité pour tous en 2030. Nous sommes à moitié de 2030 et la tendance est plutôt pessimiste. Et donc, New York, c'était pour rappeler les pays à leurs engagements et voir comment on peut prendre des actions concrètes pour accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire. Voilà. Et donc, cette transformation de l'éducation ne peut se faire que par la transformation des curricula et des programmes scolaires. Et c'est ce à quoi nous travaillons essentiellement au niveau du BIE. Voilà. Donc, s'il y a des questions sur... Et nous avons des propositions concrètes à faire pour transformer la qualité de l'éducation dans les pays, notamment dans les pays en développement, vous savez, les curricula sont surchargés, les programmes sont surchargés avec parfois des matières qui datent depuis 1950 et qui sont encore dans les programmes. Et aujourd'hui, ces matières-là sont désuètes. Les enfants, ça ne les intéresse plus. Mais l'école étant une institution dogmatique, on ne change pas facilement. Et il y a des matières qui sont vraiment inutiles. Et aussi, la pédagogie, elle est essentiellement fondée sur la mémorisation. Et les enfants d'aujourd'hui n'ont plus cette patience de s'asseoir et écouter religieusement l'enseignant et ils sont pressés d'utiliser leur ingéniosité parce que les enfants aujourd'hui sont devenus très vifs et très créatifs. Et donc, nous voulons travailler sur les pédagogies pour passer de la mémorisation à la créativité. Et donc, en réduisant la taille des matières dans les curricula, nous voulons concomitamment travailler sur la promotion de la créativité. Et nous voulons également travailler sur d'autres chantiers comme le chantier de l'évaluation qui aujourd'hui est utilisé pour distinguer qui est bon élève ou qui ne l'est pas, qui doit passer en classe supérieure et qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, l'évaluation, lorsque les résultats sont mauvais, c'est toujours les apprenants qui sont incriminés. Jamais l'enseignant, jamais la pédagogie, jamais le curriculum. Et nous disons qu'il faut changer de culture d'évaluation et proposer autre chose que l'évaluation, au lieu de servir à distinguer le bon du mauvais élève, que ce soit un outil pour piloter la qualité et promouvoir la réussite pour tous. Et donc ça, ce sont des changements. Et il y a toute la question des TIC à l'école. Comment exploiter au mieux
le potentiel de l'intelligence artificielle, ou alors c'est que les smartphones offrent en appui à la pédagogie. J'étais au Mali, je suis arrivé ce matin très tôt de Bamako où j'ai passé une semaine et dans la conférence que je faisais là-bas, je faisais remarquer aux ministres et aux autorités qui étaient réunis que dans 98% des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, le téléphone portable ou le smartphone est interdit en classe. Et je leur disais que ce n'est pas la solution, parce que c'est la solution de facilité et que c'est aussi cacher le soleil avec son doigt. Parce que on le sait tous, tous les enfants, qu'ils soient du Nord ou des pays du Sud, les jeunes, les adolescents passent le plus clair de leur temps sur leur smartphone. Et donc, au lieu de l'interdire, il faut plutôt réfléchir à comment l'utiliser à des fins pédagogiques pour accompagner l'enseignant. L'interdit n'est pas la solution, c'est la solution de facilité. Et donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est d'accompagner les pays, nous asseoir avec chaque pays pour voir quel est le potentiel qu'offrent ces outils, les nouvelles technologies, et comment on peut les exploiter au mieux pour aider l'enseignant et la pédagogie. Et donc, on a beaucoup de chantiers, ils sont 16 pour transformer l'éducation, mais je ne vais pas revenir sur tous les 16, je m'en tiendrai au dernier que je vais signaler, c'est le rôle de l'enseignant, qui reste, c'est lui, le maître qui m'a enseigné il y a plusieurs décennies quand j'étais à l'école primaire dans un petit village en Côte d'Ivoire. Quand je retourne en vacances dans ce village, la pédagogie de l'enseignant n'a pas changé. C'est toujours le dépositaire du savoir qui vient le déverser dans des tonneaux vides, alors qu'aujourd'hui, le profil de l'apprenant a beaucoup évolué. Ce que moi, je savais quand j'avais 8 ans à l'école primaire, aujourd'hui, quand j'arrive, même au village, mes petits frères, grâce à leur exposition au TIC, à la télé, etc., ils savent 2 fois plus que ce que je ne savais, alors que la pédagogie n'a pas changé. Et donc, la profession enseignante doit se transformer en accompagnateur des apprentissages, mais pas en pourvoyeur de connaissances tout court. Mais voilà, il y a un certain nombre de défis qui touchent aux fondamentaux de l'éducation et à la qualité. On sait que, évidemment, selon les standards de l'UNESCO, on ne peut pas atteindre la qualité de l'éducation dans une classe quand il y a plus de 50 élèves par enseignant. Le ratio, on a des villages où on a près de 180 élèves. J'étais au Tchad le mois dernier, j'étais dans une classe de CM1 avec une maîtresse qui avait 156 élèves. Et je parlais avec elle, je lui disais, mais comment vous faites? Et bon, voilà. Donc, dans ces conditions, c'est très difficile. Donc, il faut, concomitamment aux réformes que nous apportons pour améliorer la qualité, il y a à investir dans l'offre éducative pour réduire le ratio élève-maître afin de faciliter l'enseignement. Les défis sont innombrables. Et un des défis, c'est aussi ce que vous me demandez, le concept de Happy School. Dans un contexte où je vous disais que j'étais au Mali toute la semaine dernière, vous savez, pour ceux qui suivent l'actualité, dans les pays du Sahel, aujourd'hui avec le djihadisme, il y a par exemple, pour prendre le cas du Burkina Faso, il y a 3500 écoles qui ont fermé l'année dernière et où dans toutes les zones affectées, il n'y a plus d'écoles. Et, donc, ils sont tous descendus vers le sud. Donc, euh, les classes sont surchargées, les enfants sont stressés parce que souvent, il y en a dont les parents ont été violentés devant eux et les enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles aussi sont stressés et ils sont traumatisés au point que les classes donnent un spectacle de désolation. Dans la classe, on ne sent pas de la joie. Et alors que, on le sait, pour que les aspects cognitifs soient réellement bien mis en œuvre, l'environnement scolaire et le cadre d'apprentissage a un rôle fondamental à jouer. Et donc, nous, à l'UNESCO, comme vous le savez, notre bureau de Bangkok a beaucoup travaillé en Asie du Sud-Est sur ces questions-là. Et sur la base des résultats, nous voulons les contextualiser et les utiliser dans d'autres régions pour promouvoir des écoles heureuses. Parce que quand bien même les enfants sortent des zones traumatisées, je dirais même encore plus, quand ils sortent de ces zones traumatisées,
et où il n'y a que de l'angoisse et de la terreur, mais comment faire pour rendre quand même l'apprentissage heureux à travers des petits gestes et que l'enseignant et l'élève pourraient, des petites actions que l'enseignant et l'élève peuvent prendre. Et donc, c'est plus que ailleurs, dans les pays africains et notamment dans les zones à conflit qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses, le concept de Happy School trouve sa place. Moi, je me rappelle bien quand j'étais à l'école primaire, il y a une quarantaine d'années, hein, euh, on avait, l'école était très joyeuse. On chantait, on faisait du théâtre. Moi-même, j'étais acteur de théâtre et je me rappelle bien que je me déguisais en femme et après, c'était mon rôle. Et c'était tous les week-ends, les samedis, on avait du théâtre, on chantait. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Les écoles sont devenues comme des centres de religion. Bon, encore qu'il y a des centres de religion chez les catholiques, les protestants et autres, on chante à l'église. Mais comme à la mosquée, on ne chante pas à la mosquée. Et donc, c'est devenu trop sérieux et trop... et ça, c'est par la force des choses, j'allais dire. Et donc, à côté des curricula que nous promouvons, nous voulons également adresser toutes ces questions-là d'école heureuse, les rendre plus gaies pour que l'apprentissage se fasse.